À l'automne 1939, la tranquillité relative dont l'Europe avait joui depuis la fin de la Première Guerre mondiale a été brisée lorsque le leader de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, a ordonné l'invasion de la Pologne le 1er septembre. L'invasion de la Deuxième République polonaise a été un événement qui a façonné l'histoire du monde. L'Allemagne, une nation amère par la pauvreté et la disgrâce née de leur défaite dans la Grande Guerre, a été poussée à saisir le territoire qu'ils considéraient comme étant légitimement le leur. Les jours de gloire des empires français et britanniques étaient révolus, et alors que les forces d'Adolf Hitler chargeaient furieusement à travers le continent, il était clair que la puissance dévastatrice du Troisième Reich était en train de tailler un nouveau et véritablement terrifiant chapitre dans les pages de l'histoire. Alors que l'armée rouge de Staline et la Wehrmacht allemande parcouraient le terrain de l'Europe sans contrôle, il faudrait un certain temps avant que les Alliés puissent rassembler la force nécessaire pour combattre l'avance implacable des envahisseurs, et les mois de janvier à mars 1940 seraient marqués par des mouvements et des manœuvres prudents. Bien que cette période de la Seconde Guerre mondiale soit généralement décrite comme la guerre factice, les tempêtes qui se préparaient maintenant en mer, sur terre et dans l'arène politique seraient d'une importance vitale alors que les hostilités entre les nations européennes s'intensifiaient. Adolf Hitler croyait que pour que sa patrie se relève une fois de plus de l'abîme économique, une lutte violente et terrible serait nécessaire. Selon le Führer nazi, depuis la Révolution française, le monde se dirigeait inexorablement vers un nouveau grand conflit et c'était le devoir de l'Allemagne de garantir sa propre existence par tous les moyens possibles. Il promettait aux Allemands une économie améliorée, la récupération du territoire perdu après la Première Guerre mondiale et la justice pour l'humiliation que le pays avait subie à cause du traité de Versailles. Hitler nourrissait également de nombreux autres griefs personnels, dont une haine profonde des Juifs et des communistes. Et bien que son alliance instable avec les Soviétiques, alors qu'il se précipitait en Pologne, signifiait qu'il devait tolérer le communisme pour le moment, il a immédiatement mis en œuvre ses plans pour exterminer la race juive. Avec une détermination zélée à se venger, Hitler était prêt, disposé et capable de montrer au monde que toute tentative de diplomatie et de raisonnement serait vaine. Les événements qui ont précédé la déclaration de guerre ont prouvé que Hitler n'était pas digne de confiance. Et avec une machine militaire apparemment invincible qui s'emparait de ce que les nazis croyaient être légitimement le leur, toute nation qui tentait de se mettre en travers de leur chemin était destinée à être écrasée. L'étoile d'Hitler était certainement en ascension. La Tchécoslovaquie avait été occupée, l'Autriche forcée à l'union avec l'Allemagne, et alors que les années 30 touchaient à leur fin, la Pologne était maintenant la troisième nation à voir les soldats nazis marcher à travers ses frontières. Ayant signé l'accord anglo-polonais, la Grande-Bretagne, alliée à la France, n'avait d'autre choix que de faire la guerre au Troisième Reich, mais la manière de s'attaquer à la suprématie des troupes d'Hitler restait à déterminer. Alors que les Alliés observaient les événements se dérouler, alors que janvier 1940 annonçait le début d'une nouvelle année des plus incertaines, aucune action n'avait encore été entreprise pour intervenir dans l'invasion nazie et soviétique, et dans les rues déchirées par la guerre de la Pologne, il y avait peu de choses à célébrer. De plus, suite à la terreur de l'attaque initiale, l'occupation allemande s'avérait de plus en plus dévastatrice. Hitler n'avait aucun respect pour le peuple polonais, qu'il considérait comme peu plus que sous-humain.
et il était bientôt évident que c'était leur pays qu'ils voulaient. Depuis un certain temps, Hitler préconisait de créer plus d'espace vital pour les civils allemands et il prévoyait de déplacer tous les habitants de la Pologne, ne permettant qu'à un nombre désigné de rester à travailler comme esclaves. La crise à laquelle la Pologne était maintenant confrontée était véritablement épouvantable. En janvier, des plans ont été élaborés pour des camps de prisonniers, comme ceux qui existaient déjà en Allemagne, à construire sur le territoire polonais. Le plus notoire de ces camps était situé à la périphérie du petit village d'Auschwitz, et à ce jour, la simple mention de son nom évoque tous les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux Polonais y ont été systématiquement envoyés pour y mourir, parmi eux d'innombrables hommes, femmes et enfants d'origine juive. La persécution des Juifs par Hitler prenait de l'ampleur. Mais ces camps de concentration prototypes n'étaient que le début des plans d'Hitler pour la nation polonaise. Il voulait que toutes les traces de la culture polonaise soient oblitérées. Les universités ont été fermées ou détruites et les professeurs, enseignants et intellectuels ont été arrêtés et exécutés. Les adolescents et les adolescentes ont été rassemblés et envoyés en Allemagne pour travailler dans les usines, tandis que les jeunes enfants aux cheveux blonds, aux yeux bleus et autres traits ariens ont été arrachés des bras de leurs parents pour être élevés en tant qu'Allemands et enfants du Troisième Reich. Il ne fait aucun doute que la guerre menée par Hitler contre la Pologne devait être une guerre d'annihilation totale et complète. Et à la fin de la guerre, en 1945, environ un cinquième des citoyens du pays seraient morts, le taux de mortalité le plus élevé pour tout pays impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. « 3 millions de ceux qui ont été tués étaient des Juifs. Et alors que les forces nazies avançaient plus à l'ouest, les événements en Pologne étaient sur le point de devenir l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Et ce n'était pas seulement les nazis que les Polonais assiégés devaient affronter. Alors que l'ouest de la Pologne tombait sous l'ombre de l'occupation allemande, à l'est, les citoyens terrifiés étaient confrontés à la menace d'une invasion russe. Contrairement au combat acharné à l'ouest, l'armée rouge de Staline avait initialement été accueillie avec peu de résistance suite au grand succès de la propagande soviétique alimentée par de nombreux Ukrainiens, Biélorusses et pro-communistes dans le pays. Ils étaient convaincus que les Soviétiques étaient là pour leurs bénéfices et accueillaient les envahisseurs à bras ouverts. Dans la confusion, de nombreux Polonais croyaient que les soldats russes prévoyant de combattre les nazis. Mais il était bientôt clair que malgré leurs différences, l'Allemagne et l'Union soviétique travaillaient maintenant ensemble et les Polonais souffriraient autant des mains des Russes que de celles des commandants d'Hitler. En août 1939, l'Union soviétique avait signé un pacte de non-agression avec Hitler qui garantissait qu'en cas de belligérance allemande, les Russes resteraient en termes pacifiques avec les nazis. Mais il y avait aussi un protocole secret découvert seulement après la fin de la guerre qui révélait que Staline et Hitler avaient prévu de se partager l'Europe de l'Est, partageant le butin entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique communiste. En échange de l'aide de Staline dans la conquête de la Pologne, Hitler a accepté de laisser l'Est aux Soviétiques. Les Russes seraient également autorisés à occuper l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sans opposition de l'Allemagne, ainsi qu'à saisir un territoire précieux en Finlande. Entre-temps, Hitler pousserait plus à l'ouest pour garantir que les matières premières précieuses étaient protégées pour l'économie du Troisième Reich.
Militairement, la relation entre les forces soviétiques et allemandes semblait être très bénéfique, mais sous le sourire de façade, il était clair que l'alliance était précaire au moins, et avec des idéologies politiques qui étaient à des mondes de distance, il était peu probable qu'elle soit un arrangement durable. Sur l'agenda russe, Staline construisait soigneusement une zone tampon entre son pays et l'Ouest, et il a rapidement commencé à pousser des troupes dans les ports autour des minuscules États baltes qui se sont effondrés sous la pression soviétique. Puis, au début d'octobre 1939, Staline a commencé à faire des demandes à la Finlande. Il voulait sécuriser des terres près de Leningrad, des îles dans le golfe de Finlande et l'utilisation de la base navale de Hang, et en échange, il a offert aux Fins un territoire soviétique sur leur frontière orientale, mais les Finns étaient loin d'être convaincus. La Finlande et les Soviétiques avaient une longue et compliquée histoire. Jusqu'au début du XIXe siècle, la Finlande faisait partie de la Suède, jusqu'à ce que le tsar russe, Alexandre Ier, ait conduit ses troupes à travers la mer Baltique gelée et dans la bataille avec les Fins en 1808. Un an plus tard, la Suède a perdu le tiers oriental de leur pays, qui a été établi comme le Grand-Duché de Finlande d'une partie de l'Empire russe. Peu de choses ont changé jusqu'à un peu plus d'un siècle plus tard. De nouvelles idées révolutionnaires ont commencé à s'infiltrer dans la conscience de millions de Russes de la classe ouvrière et les frontières de l'Empire ont commencé à s'effondrer. Avec des millions de soldats russes mourant sur les champs de bataille de la Première Grande Guerre et de terribles pénuries de nourriture sur le front intérieur, la Révolution a rapidement englouti le pays en 1917. Bientôt, l'armée rouge défilait dans les rues de Saint-Pétersbourg en défendant la cause bolchevique, et il n'a pas fallu longtemps pour que le régime tsariste et son puissant empire s'effondrent en ruine, laissant le pays en proie à une guerre civile sanglante. Les réverbérations glaciales ont balayé tout le pays et ont affecté toutes les nations qui faisaient partie de l'Empire. Et tandis qu'en Russie, l'armée rouge et le communisme prévalaient, alors que la guerre civile engloutissait la Finlande, l'armée blanche, soutenant la monarchie, était victorieuse. Alors que Vladimir Lénine prenait les rênes du pouvoir et que l'Union soviétique se levait des cendres de l'ancien régime, la Finlande est devenue un État indépendant et s'est libérée des chaînes de l'Empire russe. Mais il ne fait aucun doute que les Soviétiques étaient toujours un adversaire dangereux, juste à travers la frontière orientale de la Finlande. L'homme qui avait conduit l'armée blanche de la Finlande à la victoire, le baron Carl Gustaf Emil Mannerheim, avait voulu marcher jusqu'à Saint-Pétersbourg pour repousser les bolcheviks, mais à la fin, les Fins se sont contentés de construire de grandes fortifications près de la frontière soviétique. Nommée la ligne Mannerheim, en l'honneur du baron, elle s'avérerait essentielle dans la défense de la Finlande alors que la Seconde Guerre mondiale prenait de l'ampleur. À la fin de novembre 1939, alors que les négociations se poursuivaient entre la Finlande et l'Union soviétique, Staline s'était impatienté et l'armée rouge avait reçu l'ordre d'envahir. Le baron Mannerheim a été une fois de plus appelé à prendre le commandement, cette fois contre le général soviétique Meretsov, qui avait prédit que ses hommes atteindraient la capitale finlandaise, Helsinki, en 10 jours. Mais alors que les commandants soviétiques devaient scruter les cartes et élaboraient des stratégies, ils n'avaient en guère imaginé à quel point le combat contre les Fins serait difficile. Sans uniforme d'hiver et manquant de provisions pour une longue campagne, les troupes soviétiques se dirigeaient vers la ligne Mannerheim alors que le deuxième hiver le plus froid en plus d'un siècle balayait l'Europe du Nord.
Bien que largement surpassés en nombre et mal équipés, les Finns étaient bien habitués à la lutte hivernale et avaient rapidement le dessus. Vêtus de combinaisons de camouflage blanche et traversant rapidement le terrain hivernal familier à ski, ils avaient un avantage considérable et les pertes soviétiques augmentaient. Alors que janvier 1940 progressait, l'une des batailles les plus célèbres de la guerre d'hiver, la bataille de Suomussalmi, touchait à sa fin. Avançant du nord et du sud, 2 divisions russes prévoyant de se rejoindre au village de Suomussalmi avant de se diriger vers l'ouest vers la ville d'Oulu, coupant ainsi le pays en deux. Face à la perspective d'affronter les Russes attaquant sur 2 fronts, les Finns se sont battus avec détermination. Les troupes à ski ont effectué de larges mouvements de flanc et ont surpris l'arrière et le milieu de la division du Nord. Pendant ce temps, au sud, les lacs gelés sont devenus des pièges mortels. Une fois traversés les eaux, les uniformes sombres des soviétiques les rendaient faciles à repérer contre la neige blanche et les troupes de la garde nationale finlandaise, dont beaucoup étaient des tireurs d'élite, ont pu les abattre un par un avec le Finn Simo Häyhä, qui est devenu le tireur d'élite le plus meurtrier de l'histoire avec plus de 500 tués. Pendant ce temps, malgré le manque d'armes anti-chars sophistiquées des Finns, des bombes incendiaires improvisées appelées cocktails Molotov, du nom du ministre des Affaires étrangères russe, se sont avérées tout aussi mortelles, détruisant près de 2000 chars au cours de la guerre. Face à une opposition acharnée, l'armée rouge a été contrainte de battre en retraite, devenant à nouveau une proie facile pour les troupes à ski finlandaises. Souffrant du froid glacial, les armées russes ont été divisées en groupes isolés. Et alors qu'elles se blottissaient autour des feux, elles ont été rapidement encerclées et éliminées. Les forêts, les lacs, couverts de neige et les routes de Finlande étaient de bientôt jonchées des cadavres gelés de soldats russes, alors que de plus en plus tombaient victimes du froid mordant et des attaques constantes des Finns. Le 8 janvier, il était clair que les Russes avaient perdu la bataille de Suomussalmi. La Finlande n'avait pas seulement remporté une victoire décisive, mais pouvait également choisir parmi les munitions et les chars soviétiques abandonnés à travers le paysage. Mais ce n'était qu'une bataille dans une guerre amère, et la Finlande ne serait pas en mesure de résister longtemps sans l'aide des Alliés. En Grande-Bretagne et en France, les émotions étaient en vive, alors que les courageux soldats finlandais captivaient l'imagination du public. Même aux États-Unis, toujours fermement neutres, beaucoup soutenaient les Finlandais et étaient désireux d'aider. Certains sont même allés jusqu'à se rendre en Finlande pour se battre en tant que volontaires. Mais, alors que la guerre d'hiver se poursuivait, Hitler était bien conscient que les Alliés pourraient de bien venir en aide aux Finlandais et l'idée de voir des soldats britanniques et français s'aventurer plus près de la sphère de conflit nazi était source d'inquiétude. La Finlande était trop proche de la Suède et de la Norvège neutre, des pays d'une importance vitale pour la machine de guerre nazie qui les approvisionnait en précieux minerais de fer. S'ils décidaient d'envoyer des troupes en Finlande, les Alliés devraient traverser ces 2 pays et, avec un point d'appui dans la région, pourraient facilement saisir les ports et les gares si vitaux pour l'économie du Troisième Reich. Il était clair que les Alliés devaient être tenus à distance et le commandant allemand, Gerd von Rundstedt, a exhorté le Führer à commencer à préparer la saisie de bases stratégiques en Scandinavie avant que les Britanniques et les Français ne puissent y arriver. Cependant, le gouvernement britannique était toujours réticent à prendre des mesures positives, préférant adopter une position défensive. La voix solitaire de Winston Churchill, le premier lord de l'amirauté, continuait à mettre en garde contre les intentions maléfiques de Hitler et il louait la bravoure des troupes finlandaises et était désireux d'envoyer de l'aide dès que possible.
Il a également critiqué la Norvège et la Suède pour leur neutralité, disant « Chacun espère que s'il nourrit suffisamment le crocodile le mangera en dernier ». Cependant, le Premier ministre Neville Chamberlain, qui avait travaillé si dur pour assurer la paix en Europe avant le déclenchement de la guerre, en suivant une politique d'apaisement jusqu'au moment où Hitler a envahi la Pologne, hésitait à venir en aide à la Finlande. En termes diplomatiques, cela signifierait non seulement un acte hostile contre l'Allemagne nazie, mais aussi contre l'Union soviétique, et les Alliés n'avaient tout simplement pas la force militaire pour combattre les deux. Depuis l'invasion de la Pologne, les Britanniques se préparaient à la guerre, intensifiant la production militaire et conscrivant des hommes dans les forces, mais les Allemands avaient bénéficié de nombreuses années sans contestation pour renforcer leurs forces militaires et étaient de loin supérieurs. Plus les Britanniques pouvaient consacrer de temps à renforcer l'armée, la marine et l'armée de l'air, plus ils avaient de chances de survivre à une longue guerre. Des journées de drill et d'entraînement militaire ont été organisés pour s'assurer que les gens étaient au sommet de leurs conditions physiques s'ils devaient être envoyés au combat ou s'ils devaient défendre le front intérieur. Il y avait aussi des troupes alliées qui affluaient en Grande-Bretagne depuis les pays dominions du monde entier. De l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, les soldats débarquaient des bateaux pour prendre les armes et combattre pour les Alliés. En plus des préparatifs pour la bataille, des précautions ont été prises contre un bombardement nazi du continent britannique. Des masques à gaz ont été distribués pour apaiser les craintes des attaques à gaz qui avaient été utilisées sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Des projecteurs ont été installés autour des grandes villes pour éclairer les avions ennemis et les pannes de courant nocturne sont devenues un mode de vie. Après les dégâts causés par les raids de Zeppelin allemands lors de la Première Guerre mondiale, tous les efforts ont été faits pour protéger les trésors nationaux de la Grande-Bretagne. Des sacs de sable ont été utilisés pour protéger les bâtiments importants, les vitraux ont été enlevés, les peintures ont été retirées de la National Gallery et, avec les manuscrits inestimables du British Museum, ont été stockés dans des abris à l'épreuve des bombes. Il fallait également tenir compte de la population civile. De nombreux enfants avaient été évacués vers la sécurité de la campagne depuis les villes britanniques l'automne précédent. Mais en janvier 1940, faute de preuves d'une menace immédiate, les enfants étaient rentrés chez eux, laissant beaucoup se demander si une véritable guerre serait jamais menée contre Hitler et l'Allemagne nazie. Néanmoins, malgré l'absence de combat sur le front intérieur, les citoyens de Grande-Bretagne commençaient à ressentir les effets de la guerre européenne. La nation importait chaque année 55 millions de tonnes de nourriture de l'étranger et le gouvernement allemand pensait que s'il pouvait couper les approvisionnements alimentaires et perturber le commerce, le pays serait à genoux. Les sous-marins et les navires de guerre nazis attaquaient les navires marchands britanniques depuis l'automne 1939 et même avec un système de convoi mis en place pour protéger la navigation, les pertes étaient encore lourdes. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erstes Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Des centaines de marins marchands britanniques ont dû abandonner leurs navires en train de couler pendant ces premiers 6 mois de la guerre factice. Et ceux qui ne sont pas morts en mer ont été faits prisonniers par les agresseurs nazis. C'était un conflit qui deviendrait la plus longue campagne militaire de la Seconde Guerre mondiale et qui serait nommée par Churchill la bataille de l'Atlantique. Pendant ce temps, sur la terre ferme, les stocks de nourriture commençaient à s'épuiser en Grande-Bretagne.
Le gouvernement a décidé que le rationnement devrait être introduit dans les premières semaines de janvier 1940. Tout le monde a reçu des livrets de rationnement et, alors que les files d'attente se formaient devant les magasins, les gens attendaient patiemment leur tour pour recevoir leur portion soigneusement pesée de beurre, de bacon et de sucre. Au fil des mois, de plus en plus de produits ont été ajoutés aux livrets de rationnement à mesure que les stocks diminuaient et que les importations alimentaires chutaient à moins d'un quart de la quantité normale. Ce n'était que le début des changements dramatiques auxquels les gens devraient s'habituer en Grande-Bretagne en temps de guerre. Mais si Hitler espérait écraser l'esprit des Britanniques, il apprendrait rapidement qu'il faudrait beaucoup plus que des difficultés personnelles pour entamer leur morale. Il était inévitable que la situation se détériorerait à mesure que la guerre progresserait et, pour se préparer à une nouvelle baisse des importations, le gouvernement britannique a demandé à chaque homme et femme du pays de cultiver leur propre nourriture sur des parcelles, même si cela signifiait transformer les pelouses avant, les terrains de sport et même les jardins publics formels en potager. Les fleurs ont été remplacées par des choux, et tandis que les politiciens faisaient leurs appels passionnés pour que les gens fassent leur part, la superficie des terres de britanniques utilisées pour la production alimentaire avait augmenté de 80%. Are you helping to win the war on the kitchen front? If you are saving our shipping by making the most of what we grow at home, if you are growing vegetables on every bit of ground that you can get hold of, if you are only eating what you need and not what you like and as much as you like, then you are helping to win the war. Des affiches ont rapidement été vues partout, des stations de métro au bureau, encourageant tout le monde à creuser pour la victoire, et de nombreux autres slogans accrocheurs ont été utilisés. Mais alors que la production alimentaire locale augmentait, il est devenu évident qu'après des décennies de migration vers le travail en usine urbaine, la Grande-Bretagne avait un besoin urgent de main-d'œuvre agricole. Il manquait environ 50 000 travailleurs, et avec de plus en plus d'hommes recrutés dans les forces, c'était maintenant aux femmes de Grande-Bretagne de jouer leur rôle. L'armée des femmes de la terre a été rapidement mobilisée pour maintenir les fermes de Grande-Bretagne en activité et marquerait un tournant majeur pour les femmes au XXe siècle, alors qu'elles abandonnaient leur rôle traditionnel dans la société et occupaient des postes généralement occupés par des hommes. Et ce n'était pas seulement le travail sur la terre que les femmes étaient encouragées à prendre, car à mesure que la guerre progressait, elles seraient également recrutées pour travailler dans les usines et même rejoindre l'armée de l'air et la marine, devenant aussi importantes que leurs pères, maris et fils, se battant pour le roi et le pays. Cependant, alors que la Grande-Bretagne se concentrait sur la façon de survivre avec des approvisionnements alimentaires réduits et intensifiait les préparatifs de guerre, la menace nazie se rapprochait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Les précieuses matières premières de Scandinavie n'étaient pas la seule priorité d'Hitler, car à l'ouest de l'Allemagne et à portée de main de la France se trouvait ce que le Führer décrivait comme le talon d'Achille du Troisième Reich, la vallée de la Ruhr. Après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, la France avait occupé ce territoire, qui avec sa précieuse production de charbon, de fer et d'acier, avait été la région la plus riche de toute l'Allemagne. L'occupation française de la Ruhr avait contribué à l'effondrement économique de l'Allemagne à la fin des années 20, et malgré le fait qu'une décennie plus tard, les troupes françaises avaient déjà quitté la Rhénanie. En 1936, Hitler avait fait de l'envoi de troupes nazies dans le territoire une priorité pour le protéger. Le déroulement de la guerre dépendait de la possession de la Ruhr et l'une des plus grandes craintes d'Hitler était qu'elle lui soit à nouveau prise.
Dans un discours à ses partisans, il a averti que si l'Angleterre et la France passent par la Belgique et la Hollande dans la Ruhr, nous serons en grand danger. Par conséquent, il était prêt à agir, déclarant « J'attaquerai la France et l'Angleterre au moment le plus favorable et le plus rapide. La violation de la neutralité de la Belgique et de la Hollande n'a pas de sens. Personne ne le remettra en question lorsque nous aurons gagné. » Ce qu'Hitler proposait serait en fait un plan de bataille bien répété, car les troupes allemandes avaient envahi la Belgique seulement 2 décennies plus tôt pendant la Première Guerre mondiale, et le résultat à cette occasion avait été loin d'être satisfaisant aux yeux d'Hitler. Il avait combattu dans les tranchées pour sa patrie adoptive et avait été dévasté par la nouvelle de la défaite humiliante de l'Allemagne, alors que l'Entente revendiquait leur victoire. Avec un désir brûlant de revanche, Hitler se préparait à renvoyer l'armée allemande en Belgique pour réaliser les espoirs qui avaient été déçus par l'armistice de 1918. Avec des craintes de perdre la précieuse vallée de la Ruhr qui grandissait de jour en jour, Hitler ordonna la conquête des Pays-Bas à exécuter dans les plus brefs délais pour empêcher la France de les occuper en premier. Une présence nazie en Belgique et aux Pays-Bas fournirait également une base pour une campagne aérienne et maritime à long terme réussie contre la Grande-Bretagne. Une nation que Hitler craignait. Bien qu'il n'ait pas peur de Chamberlain qui traînait toujours les pieds en tant que Premier ministre, c'était le Premier Lord de l'Amirauté, Winston Churchill, qui donnait le plus de soucis au Führer. Hitler comptait sans aucun doute sur l'élément de surprise, mais alors que la Grande-Bretagne continuait à regarder et à attendre, les plans allemands ont été révélés de manière inattendue. Le 10 janvier 1940, un avion de reconnaissance allemand décolla de Berlin avec à bord les plans d'invasion d'Hitler et se dirigea vers une réunion du personnel à Cologne. L'avion n'arrivera jamais à destination et son sort, selon certains, changerait l'issue même de la guerre. Perdu dans le brouillard, le pilote a confondu la Meuse qui traverse la Belgique avec le Rhin et lorsque l'avion a soudainement rencontré des difficultés, il était à des kilomètres de sa route. Forcé de faire un atterrissage forcé en périphérie de Mechelen en Belgique, le pilote était très loin de chez lui. Alors que les 2 officiers à bord sortèrent des décombres, les gardes-frontières belges ont rapidement découvert les documents et lorsqu'ils ont été transmis aux services de renseignement alliés, les plans d'une attaque contre la Belgique et les Pays-Bas ont été révélés. En quelques heures, la nouvelle choquante a été transmise aux dirigeants militaires et politiques concernés qui étaient dans la ligne de mire nazie. Une fois informés des plans d'Hitler, le roi Léopold III de Belgique a immédiatement téléphoné à la reine des Pays-Bas en utilisant la phrase codée « Soyez prudents, le temps est dangereux », puis a dit à la grande-duchesse de Luxembourg de se méfier de la grippe. Les mots étranges indiquaient qu'une attaque allemande était imminente. Plus important encore, il a également été rapide à informer le commandant suprême français Maurice Gamelin, qui a rapidement rassemblé ses commandants d'armée pour décider d'une ligne de conduite. Bien qu'il y ait eu des doutes sur le fait que les documents pourraient être l'œuvre du contre-espionnage, Gamelin a décidé que c'était l'occasion idéale de faire pression sur les Belges neutres pour qu'ils autorisent une avance française dans leur pays. En effet, les Français, comme Hitler l'avait bien anticipé, avaient l'intention d'exécuter une offensive contre l'Allemagne, dès qu'ils auraient accumulé suffisamment de forces militaires. Quelques jours seulement avant la date prévue de l'invasion, Gamelin a ordonné au premier groupe d'armées et à la 3e armée de marcher vers la frontière belge. Des nouvelles sont également parvenues à Lord Gort, le commandant de la force expéditionnaire britannique, déjà stationné en France, qui attendait l'appel aux armes. En
En Allemagne, pendant ce temps, le mot avait filtré jusqu'à Berlin que les précieux documents pourraient être tombés entre les mains de l'ennemi. Hitler était furieux et a écarté tous ceux qu'il croyait responsables de leur poste, tandis que son chef des opérations, le général Alfred Jodl, a conclu que la situation était catastrophique. Cependant, les Belges faisaient un excellent travail pour garder l'étendue de leurs connaissances secrètes. Et jusqu'à présent, les Allemands n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvaient les documents et s'ils étaient tombés entre les mains de l'ennemi. Néanmoins, dans le camp allié, il y avait des complications. En échange de l'autorisation des troupes françaises et britanniques à traverser leurs frontières, les Belges voulaient des garanties qu'en cas de guerre, leur intégrité territoriale et leurs colonies en Afrique seraient protégées et qu'ils recevraient une aide financière. Bien que le Premier ministre français Daladier ait été heureux de confirmer les garanties, le gouvernement britannique n'était pas prêt à le faire. Alors que le temps se détériorait en Belgique et que de fortes chutes de neige commençaient à recouvrir le territoire frontalier, il semblait de plus en plus improbable que les Allemands attaquent du tout. Et comme le prince Léopold, un fervent neutraliste, a reçu la réponse de la Grande-Bretagne, il a décidé d'une nouvelle stratégie, ordonnant aux troupes frontalières belges de cesser de retirer les obstacles frontaliers et de repousser par la force toute unité étrangère qui violerait le territoire belge, quelle que soit leur nationalité. Il a fait une résistance déterminée. Gamelin était furieux et a supplié Daladier de forcer les Belges à assumer leurs responsabilités, mais pour l'instant, la Belgique restait neutre. En Allemagne, Jodl a été surpris de constater que les forces alliées avaient été soudainement mises en alerte et a réalisé que les Belges devaient avoir eu accès au plan d'invasion capturé à Mechelen. L'élément de surprise avait été perdu et le 16 janvier, Hitler a été persuadé d'annuler l'invasion. Pour l'instant du moins, la guerre factice se poursuivrait. L'incident de Mechelen était loin d'être un désastre total pour les nazis, car ils savaient maintenant comment les Alliés réagiraient à une attaque. Hitler a insisté pour que de nouveaux plans d'invasion soient élaborés et ses commandants les plus expérimentés ont commencé à développer une nouvelle offensive révolutionnaire qui impliquait non seulement d'envahir le nord, mais aussi de faire marcher la majeure partie de leurs troupes plus au sud, à travers la forêt des Ardennes. Ce qui est devenu connu sous le nom de plan de la coupure en faucille verrait l'oblitération de toute résistance alliée et conduirait à la chute inévitable de la France. De retour dans le camp allié, les commandants étaient satisfaits que le danger soit passé et l'attention s'est déplacée de la frontière belge vers les événements en Finlande. Après la défaite désastreuse que les Russes avaient subie en janvier, Staline avait rétrogradé et fusillé la plupart des commandants responsables et avait confié l'ensemble de l'opération aux mains du maréchal Semyon Timochenko. La Finlande devait être vaincue à tout prix et d'énormes renforts ont été ordonnés pour marcher vers la Carélie occidentale. Une armée soviétique d'1 million de soldats a commencé à avancer avec le soutien de leurs forces aériennes et au début de février, les Finlandais ont été bombardés du ciel alors que les Russes commençaient une campagne de bombardement en tapis qui visait à oblitérer les cibles civiles et militaires. Sur la scène mondiale, les émotions étaient de vives, alors que le monde observait la détresse des Finlandais et le politicien britannique Anthony Eden a condamné les attaques soviétiques en disant « Non seulement la Russie, mais aussi l'Allemagne portent une terrible responsabilité pour ce qui se passe en Finlande à cette heure. » Hitler et Ribbentrop, ses hommes et leur politique seuls ont rendu l'agression de Staline possible.
Enfin, à Paris le 4 février 1940, l'aide semblait être proche alors que le Conseil suprême de guerre allié prévoyait d'envoyer une force anglo-française en Finlande. Cependant, ils avaient encore le problème de la Norvège et de la Suède neutres à affronter. Les troupes devaient débarquer au port norvégien de Narvik et soutenir la Finlande via la Suède tout en sécurisant les routes d'approvisionnement en cours de route. Alors que les politiciens alliés délibéraient et que les Finlandais se retrouvaient presque à court de munitions, les Soviétiques ont utilisé une énorme concentration de tirs d'artillerie pour briser la position défensive de la Finlande jusqu'à ce que le 14 février, ils soient forcés de se retirer. Alors que les nazis continuaient à perfectionner leur plan d'attaque pour l'invasion de la France, ils gardaient également un œil très attentif sur les événements qui se déroulaient en Scandinavie. Les choses ont atteint un point critique à la mi-février lorsqu'un pétrolier allemand appelé l'Altmark a traversé les eaux norvégiennes. À bord se trouvèrent des centaines de prisonniers des navires marchands qui avaient été coulés au cours des mois précédents. Malheureusement, les équipes de recherche norvégiennes n'ont pas inspecté la cale et ont laissé passer le navire, mais un avion britannique a bientôt repéré le pétrolier et a donné l'alarme. La marine britannique a été mise en alerte maximale et l'un de leurs navires, le Cossack, a commencé à donner la chasse. Puis le 16 février, la Royal Navy a réussi à monter à bord du navire allemand armé de baïonnettes et après des combats au corps à corps, a réussi à maîtriser l'équipage. Après des mois de captivité, les marins britanniques ont enfin été libérés et malgré le froid glacial norvégien qui les attendait, ils étaient ravis de quitter leur prison flottante. Mais ils étaient bientôt de retour en mer et le lendemain, le HMS Cossack s'approchait d'un port écossais, ses ponts remplis des marins britanniques qui avaient été secourus. La marine avait remporté une rare victoire pour la Grande-Bretagne dans les mois calmes de la guerre factice, mais elle était destinée à déclencher les nazis pour faire un pas de plus vers la domination complète de l'Europe occidentale. Hitler avait été alerté du fait que les Britanniques n'avaient aucune intention de respecter la neutralité norvégienne, et 2 jours après le sauvetage, il a fait de l'invasion de la Norvège et du Danemark, nom de code Opération Weserübung, une priorité, et pour l'instant, l'invasion de la France devrait attendre. L'entrée flagrante de la Grande-Bretagne dans les eaux territoriales d'un pays neutre a également eu d'autres répercussions, irritant les Norvégiens. Et lorsque les Alliés ont demandé des droits de transit pour qu'ils puissent aider la Finlande le 2 mars, ils ont été refusés. Le roi de Suède était également préoccupé par le fait que son pays deviendrait un champ de bataille entre l'Allemagne et les Alliés, et lui aussi a refusé aux Alliés les droits de transit pour venir en aide aux Finlandais assiégés. Malgré les promesses d'aide des Alliés, il semblait clair pour le commandant finlandais Mannerheim qu'avec des troupes et des munitions qui s'épuisaient rapidement, plus l'aide tardait à arriver, plus les pertes pour la nation seraient importantes. Le 5 mars, l'armée soviétique avait avancé de 10 à 15 km au-delà de la ligne Mannerheim et était entrée dans la banlieue de Viipuri. Pour la Finlande, il n'y avait guère de sens à continuer à se battre et ils ont admis la défaite le 12 mars, signant un traité de paix et cédant un territoire précieux. Les troupes militaires ont été évacuées et des milliers de civils ont commencé le long voyage pour se refaire une nouvelle vie. Des fils barbelés marquaient les nouvelles frontières entre la Finlande et la Russie et un Churchill furieux a écrit « Maintenant la glace va fondre et les Allemands sont les maîtres du Nord ». Churchill avait encore une fois été prouvé, juste dans son évaluation de Hitler et des dangers auxquels le monde était confronté. Mais en tant que premier lord de l'amirauté, malgré des opinions bien informées, il était sans pouvoir.
Le Premier ministre Chamberlain avait été aussi hésitant que jamais à prendre position contre Hitler, mais la confiance du public en lui diminuait alors que la réputation de Chamberlain subissait un terrible coup. Le Premier ministre français Daladier était également considéré comme ayant échoué à venir en aide à la Finlande et il a été contraint de démissionner à cause de cette affaire. Ce qui s'était passé en Finlande était extrêmement préoccupant pour les Alliés. Et tandis qu'en Europe et en Scandinavie, les événements s'accéléraient, de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, le peuple des États-Unis observait également pour voir ce qui allait se passer ensuite. À ce stade, les relations étaient plutôt tendues entre le président américain et le Premier ministre britannique. Cependant, Franklin D. Roosevelt avait fait tout son possible pour renforcer les liens entre les deux pays. Quelques mois avant le déclenchement de la guerre, il avait invité le roi George VI et la reine Élisabeth à effectuer une visite d'État et cela avait certainement contribué à améliorer les relations publiques. Mais les préoccupations de Roosevelt concernant l'activité de Hitler en Europe allaient bien au-delà d'un sentiment traditionnel de bonne volonté envers la Grande-Bretagne. On pensait qu'avec un conflit en Europe, un nouvel ordre mondial pourrait ne pas favoriser les intérêts américains. Avec de telles préoccupations en tête, FDR a décidé d'envoyer un émissaire, Sumner Welles, sur le continent pour voir si quelque chose pouvait être fait pour assurer la paix avant que la guerre de pacotille ne dégénère en un conflit mondial. La première destination de Sumner Welles était l'Italie à la fin de février, alors qu'il tentait d'empêcher Mussolini d'entrer en guerre aux côtés des Allemands. Le ministre des Affaires étrangères italien, qui était aussi le gendre de Mussolini, n'aimait pas ouvertement les Allemands, et a donné à Welles l'espoir que les Italiens pourraient être détournés de leur alliance avec Berlin. Mais Mussolini était loin d'être disposé à dénoncer ses amis allemands et, poussé par son désir de recréer l'Empire romain, il semblait qu'il serait difficile de diriger le dictateur vers une solution pacifique. Le 10 mars, Welles était à Londres, où il a eu plusieurs rencontres avec des hommes d'État de haut rang, une audience avec le roi George VI et le Premier ministre. Welles a été surpris par la colère que Chamberlain a montrée envers les Allemands, mais sa politique a toujours été d'éviter le conflit et Welles a été encouragé par le fait que le Premier ministre envisageait d'apaiser davantage Berlin avec des concessions coloniales en Afrique. Une visite a également été faite à l'Amirauté pour rencontrer Winston Churchill, mais celle-ci a été moins réussie. Pour Churchill, la seule voie ouverte aux Alliés était de se battre jusqu'à la fin et il a obstinément rejeté toute solution de paix qui n'aurait pas pour objectif l'élimination de Herr Hitler. Comme il se trouve, les commentaires de Winston Churchill n'auraient pas pu être mieux chronométrés, car pendant la visite de l'envoyé américain, les bombardiers nazis ont traversé la mer du Nord jusqu'à la côte écossaise, où la flotte britannique avait été secrètement ancrée à Scapa Flow. Le 18 mars, 100 bombes ont été larguées en 25 minutes, touchant des navires de guerre, blessant du personnel de la marine et tuant un homme qui deviendrait le premier civil à mourir sur le sol britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les pilotes de la RAF se précipitaient en action et volaient vers l'Allemagne pour riposter, il semblait que tandis que la guerre de pacotille continuait, la paix était loin des pensées de ceux qui vivaient en Europe. En survolant le territoire ennemi, la RAF a ciblé la base aérienne allemande sur l'île de Sylt. Les dégâts se sont avérés minimes, mais il était clair que la paix que Roosevelt espérait promouvoir n'était rien de plus qu'un rêve impossible. En fait, le même jour que des frappes aériennes étaient effectuées sur les territoires allemands et britanniques, Hitler était en pourparlers avec Mussolini dans les Alpes austro-italiennes au col du Brenner. C'était leur première rencontre depuis Munich en 1938 et contrairement aux espoirs de l'Amérique,
que l'Italie refuserait son assistance à l'Allemagne, Mussolini a informé Hitler qu'il était maintenant prêt à rejoindre l'Allemagne et ses alliés dans la guerre contre la Grande-Bretagne et la France à l'heure décisive. Toutes les tentatives pour promouvoir la paix avaient été vaines. Alors que l'arène politique devenait de plus en plus tendue, la France et la Grande-Bretagne ont commencé à discuter de l'invasion de la Norvège et de la Suède pour saisir l'approvisionnement en minerais de fer de l'Allemagne. Le 28 mars, le Conseil suprême de guerre anglo-français a décidé de commencer à miner les eaux norvégiennes, mais il était alors trop tard. Hitler avait donné l'ordre et les navires de guerre allemands étaient déjà en route. La guerre de pacotille était sur le point de se terminer brusquement et la bataille était sur le point de commencer. Avec le printemps 1940 est venue la réalisation que le conflit à venir serait long, dur et âprement disputé. Tous les espoirs de pouvoir faire la paix avec Adolf Hitler étaient terminés, et alors qu'il rassemblait ses partenaires de l'Axe autour de lui, une guerre mondiale devenait inévitable. Ce qui s'était passé auparavant en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Pologne changerait le cours de l'histoire. L'observation et l'attente étaient de terminer dans le théâtre européen de la guerre. Les lignes de bataille avaient été tracées.